Bonsoir, merci d'être là malgré la grève, les aléas. Je m'appelle Ousmane Liège, je suis journaliste et j'ai l'immense plaisir de faire dialoguer deux grands intellectuels du continent qui ont tous les deux écrit sur la question de l'art. Le livre le plus récent et qui vient de sortir aux éditions Présence africaine, Jean-Luc Akalévi, Le cri de Picasso, Les origines nègres. Jean-Luc Akaévi, c'est bon. Jean-Luc Akaévi, le cri de Picasso, Les origines nègres de la modernité, préfacé par Souleymane Bachir Diagne et postfacé, si je puis dire, par Jean-Loup Amsalem. Jean-Luc Akalévi, Amsel, pardon, je confonds tout là. Amsel. Jean-Loup Amsel. Akaévi est professeur des universités, professeur de philosophie et historien de l'art. Il a enseigné 30 ans au département philosophie de la faculté des lettres de l'université de Brazzaville. À ma droite, professeur Souleymane Bachir Diagne, qui enseigne à l'université à New York, à Columbia University. Souleymane Bachir Diagne est philosophe, longtemps enseigné à l'université de Dakar. Il connaît la question de l'art, il a travaillé, il a écrit, si je me rappelle, avec Henri Ossébi sur la question culturelle dans les années 80. Et puis plus récemment, Léopold Sédar Senghor et la question de l'art africain. Alors pour commencer, on est au Quai Branly, hein, un endroit, il faut le dire, qui a incarné et porté cette polémique sur l'art africain. On est passé de l'art primitif, après les primitifs, on est devenus les nègres. Maintenant, nous sommes les premiers. Jean-Luc Akalévi. Vous nous dites Akaévi, pardon. Je pense à un Lévi. Je suis influencé par Lévi. Ouais, je pourrais Lévi-Strauss. Donc, Akaévi. Ou Lévi Michel. Ouais, ou Lévi Michel. Akalévi, vous revenez à l'origine nègre en l'associant à la modernité. Comment vous vous situez par rapport à toute cette histoire et toute cette contextualisation et recontextualisation que le Quai Branly personnifie? C'est une longue histoire, le Quai Branly. Moi, je me souviens lorsque j'étais encore ici, en train d'achever ce qu'est devenu ce livre. C'était le moment où on faisait le transbordement des objets d'art du musée des arts africains et océaniens de Vincennes, du musée de la Vieille Charité de Marseille et du musée de l'Homme. Et je me souviens le jour où on nous a dit que c'est demain qu'on commence le convoyement. Nous, on s'est retrouvés au musée de l'Homme, et je me souviens très bien, au musée de l'Homme, avec Jean Paulet, qui enseignait à la Sorbonne, qui a dirigé ma thèse d'État d'ailleurs, avec Jean Paulet. On s'est retrouvés là, au musée de l'Homme, puis on a médité un peu et on a pris une photo d'ensemble pour dire, bon, désormais, le musée de l'Homme va mourir et ça va aller au musée de Quai Branly. Mais plus sérieusement, quand Jacques Chirac vient inaugurer une grande exposition au Petit Palais sur les Indiens Taïnos, il a à côté de lui quelqu'un que j'ai bien connu qui s'appelait Jacques Kershach, que j'ai connu par une grande amie à moi, parce qu'à l'époque, je travaillais au musée d'Appert, Christiane Falgaret-Levaux. Christiane me présente Jacques Kershach, je dis, ce monsieur, c'est un grand monsieur. Et la particulière de Jacques Kershach à l'époque, c'est la femme d'un grand philosophe spécialiste de la philosophie du XVIIe siècle, sûrement des plus grands spécialistes de Port-Royal, Louis Marin. C'est Françoise Marin qui me dit il faut absolument que vous travailliez avec Jacques Kershach. Je dis ah bon. Et après, nous sommes retrouvés au musée de Taïnos. Nous sommes retrouvés au musée de Petit Palais pour nous sommes retrouvés au musée de Petit Palais pour la célèbre exposition sur les Indiens Taïnos. Et à la fin de l'exposition, Jacques Kershach revient. Oh, si ça pouvait aller au musée du Louvre, toutes ces beautés. Et il reprend donc une polémique qu'il avait déjà engagée quelques années avant dans le journal Libération. Ils sont de nouveau à New York.
C'était une exposition des arts primitifs de l'aile du Metropolitan Museum, de l'aile du Metropolitan Museum, qu'on venait de célébrer. Et Jacques Kershach a fait un article dur contre le musée du Louvre dans le journal Libération. Et de là, la polémique a commencé. Jusqu'au jour où, et c'est comme ça que je vais arriver au Quai Branly, jusqu'au jour où le même Kershach, Jacques Kershach, organise une exposition des œuvres d'art d'Afrique. Les œuvres d'art d'Afrique, c'était au Palais du Congrès. Françoise Marin me trouve une invitation. Françoise Marin me trouve une invitation. Je vais à cette invitation. Il y a Louis Marin, il y a Jean-Louis Porra qui est là, grand professeur d'histoire. Il y a Jean-Louis Porra qui est là. Et puis, il dit, bon, cette fois-ci, ça va être bon. Je dis, quoi? Il dit, je crois que ça va aller au Louvre. C'est quoi qui va aller au Louvre? Et non, il y aura des objets d'art africain qui vont aller au Louvre. Et c'est comme ça, petit à petit, il a mûri ce projet qui fait que, avant le Quai Branly, on a fait une grande exposition, je crois que les œuvres y sont encore, au musée du Louvre, à la session du pavillon, au pavillon des sessions au musée du Louvre, sur les objets d'art africain, les grands chefs d'art classiques d'art africain au Louvre. Et de là est venu le projet du Quai Branly. Vous comprenez? C'est comme ça que moi, j'ai eu vent du projet du Quai Branly. Et à partir de là, nous tous nous sommes engagés, soit pour le Quai Branly ou contre le Quai Branly. Je vous avoue qu'on était nombreux contre le Quai Branly. Et vous étiez contre? Je ne vous le dirai pas aujourd'hui. Votre livre le dit un peu parce que vous revenez aux origines nègres, l'art fondamental. Vous revenez à la période de la négritude tout en tenant quelque chose qui est très intéressant tous les deux. Autant c'est un art nègre, autant c'est une sorte de force motrice. Je retiens beaucoup ce mot qui est beaucoup revenu dans ce livre, de l'histoire universelle de l'art. Qui est une phrase de Francine Ndiaye. Oui, Francine Ndiaye, que Bachir rappelle dans l'intro. Alors, expliquez-nous ce double mouvement qui peut, a priori, paraître contradictoire. C'est-à-dire, cette essentialisation, c'est un art nègre qui se réaffirme. Et en même temps, vous nous expliquez que c'est une force motrice de l'universalité de l'histoire de l'art elle-même. Absolument. Parce qu'au départ, il faut partir du départ. Les années 1500. Et là, il faut rendre hommage à une grande dame qui devrait être là, mais je pense qu'elle est fatiguée. Suzanne Vogel, la grande Suzanne Vogel. Suzanne Vogel a fait une grande exposition en 1988 au British Museum et au National Gallery à Londres sur les ivoires afro-portugais en 1988. Et elle a écrit à partir de là un grand livre, ça s'appelle Africa in the Renaissance. C'est un grand livre. Et nous sommes allés voir cette exposition. Quand nous sommes arrivés, quand j'ai vu cette exposition, j'ai dit, c'est pas possible. John Amil, qui était conservateur du British Museum, et John Mack me disent, si c'est 15e siècle, 16e siècle, les fameux ivoires afro-portugais, sapi portugais pour dire, c'est Libéria, sapi portugais, et puis aussi Bénin portugais. Et quelque part, on a cherché, on a trouvé aussi Luango portugais, les olifants. Les olifants, c'est Luango portugais. Et donc, à partir de cette exposition, je ne sais pas possible, on dit, la plupart de ces objets se sont retrouvés dans les cabinets de curiosité. Ce n'est que bien plus tard qu'ils ont été convoyés dans ce qu'on appelle les cabinets du Muséum d'histoire naturelle. Mais à l'époque, ils étaient dans des cabinets de curiosité. Mais avant d'arriver dans des cabinets de curiosité, c'était d'abord des objets qui étaient exposés dans des grandes salles des grands bourgeois de l'époque. Que ce soit les Médicis, que ce soit les Fougères, c'est comme ça. Après, ils ont envoyé ça dans les cabinets de curiosité, surtout en Italie. Mais c'était d'abord dans les objets de curiosité. Mais à l'époque, le mot curiosité
n'a pas le mauvais sens que nous lui donnons aujourd'hui. Objet de curiosité, objet d'émerveillement, objet de ravissement. Objet de ravissement. Et à l'époque, les Portugais, les orfèvres portugais, ou faisaient venir des artistes africains au Portugal, ou quand ils y allaient au Portugal, ils faisaient travailler les artistes africains. Et ces artistes africains, par eux-mêmes et d'eux-mêmes aussi, ont commencé à fabriquer leurs propres objets. Mais ce qui est intéressant, et c'est peut-être là, peut-être l'originalité de mon travail, ce qui est intéressant, que ces objets étaient pour eux des objets qui étaient des transmetteurs de pensée. Ce n'étaient pas des objets comme ça, c'était des transmetteurs de pensée. Mais de pensée, je vais lâcher le mot, de pensée hautement métaphysique. Parce qu'à l'intérieur, au-dedans de ces objets, se dévoilait une pensée, se dévoilait toute une architecture spirituelle qui était au-dedans de ces objets. Mais évidemment, les Portugais de l'époque n'avaient pas accès à cette dimension. Ce n'est bien que plus tard que quelques-uns ont accès à cette spiritualité, si on suit les travaux de Peter Mac, qui a très bien travaillé sur ce sujet avec Suzanne Vogel. Et donc, moi, je me suis mis à étudier cet aspect-là, à faire comme un de nos maîtres, Paul Ricoeur, à faire l'herméneutique, à faire une espèce d'analyse herméneutique de ce qui était logé à l'intérieur de ces objets comme pensée. Évidemment, ça n'a pas été facile et c'est toujours pas facile. Voilà, je peux m'arrêter là pour le moment. Souleymane Bachir Diagne, Akaïvi vient de nous expliquer comment il relie finalement ce double mouvement à la fois d'un centrement sur soi, sur l'histoire africaine, et d'un mouvement où l'art se veut la force motrice d'une. Alors j'ai noté, vous dites dans la préface révolution esthétique. Autant Jean Akaïvi parle de mouvement, de progrès, vous parlez d'une révolution esthétique. Pourquoi une révolution esthétique et comment vous, dans votre pensée, dans votre compréhension, vous tenez à la fois l'universalité de l'art nègre et de sa pensée, puis la nécessité de la reconnaissance? Alors, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire une chose, c'est que je suis ici au service du livre de Jean-Luc. Je suis ici à titre de directeur de la collection où son livre a été publié, cette collection qui s'appelle En toutes lettres, un nom que nous devons à Suzanne et à Marie, et on doit également le logo qui est le signe distinctif de cette collection. Et c'est donc en ma qualité de directeur de cette collection de philosophie en toutes lettres à la Maison Présence africaine que je suis absolument ravi d'avoir accueilli le livre de Jean-Luc dans cette collection. Deuxièmement, je suis ici, ça a été dit, mon cher Ousmane, à titre de préfacier. Et ce n'est pas courant qu'un directeur de collection préface les livres qui sont édités dans sa collection. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait et je suis ici à un troisième titre, et peut-être le plus important, celui d'ami. Jean-Luc et moi sommes amis de longue date et une complicité intellectuelle et philosophique nous lie. Et je suis ravi que nous l'ayons au Sénégal, puisqu'il est, en plus de toutes les qualités qui viennent d'être citées, actuellement l'ambassadeur de son pays au Sénégal. On ne pouvait pas rêver meilleur ambassadeur du Congo au Sénégal que Jean-Luc Akaïvi, évidemment. Et donc c'est à ce titre-là que je suis ici. Et j'ai parlé de complicité intellectuelle. Nous sommes d'accord, Jean-Luc et moi, sur un point qui est, me semble-t-il, un point essentiel. C'est que les objets africains, les objets qui constituent l'art classique africain et qui se sont retrouvés en Europe et en Amérique à un moment donné, sont des objets qui ne sont pas restés inertes. Lorsqu'ils sont venus du continent africain de manière diverse, soit
parce qu'ils étaient venus, ils avaient passé l'Atlantique ou la mer Méditerranée de manière tout à fait légale, ou alors ils ont été arrachés au continent africain. Quand ils se sont retrouvés en Europe, ils ne sont pas restés inertes dans les cabinets de curiosité où on les avait entreposés, dans les musées ethnographiques où on les avait entreposés. Ils ont manifesté la force qu'ils contenaient. Ce qui vient d'être dit et ce qui vient d'être appelé la pensée hautement métaphysique dont ils étaient porteurs. Parce que lorsqu'on se rapporte à l'origine de ces objets, les terroirs qui leur ont donné naissance, leur donner naissance, c'était leur faire exprimer une certaine philosophie. Ils étaient, pour ainsi dire, le langage visuel d'une métaphysique et d'une cosmologie. Et c'est à ce titre qu'ils se sont chargés de cette force motrice que Françoise Ndiaye y a vue. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés en Europe, ils ne se sont pas tenus tranquilles. Ils ont véritablement, parce qu'ils sont comme ça, ils ne peuvent pas rester tranquilles parce qu'il est de la nature d'une force de toujours manifester sa propre force. Ils sont, pour reprendre un vers de Victor Hugo, une force qui va. Je suis une force qui va, a dit Victor Hugo. Eh bien, ce sont des forces qui vont. Et c'est à titre de force motrice qu'ils ont pénétré le langage des artistes et des poètes. Des artistes et des poètes européens, parce qu'il est de la nature des artistes et des poètes précisément d'être des visionnaires, d'être des personnes capables de recevoir ces langages-là et d'en faire quelque chose. Ce que tu as rappelé tout à l'heure de la réaction de Jacques Kershach et sa volonté de faire en sorte que ces objets de l'art classique africain se retrouvent au Louvre, parce qu'il estimait que c'était là leur place, que leur langage visuel, leur langage plastique les installait au Louvre. Ça a été le combat de ces artistes et de ces poètes bien avant, au début du siècle, en particulier d'Apollinaire. Apollinaire s'est battu, a écrit énormément d'articles autour des années 1918, au moment où il allait mourir d'ailleurs, pour dire la place de ces objets n'est pas dans des musées ethnographiques où ils sont laissés à la curiosité contingente de gens qui voudraient venir voir à quoi ressemblent les productions qui nous viennent de ces terres lointaines et qui manifestent des imaginaires qui nous sont étrangers. Il estimait que ces objets avaient un langage à tenir, un langage plastique à tenir, et que ce langage plastique, il devait le tenir dans les musées d'art, et c'était le musée du Louvre à ce moment-là. Donc le transfert qui a été accompli par la suite du musée Trocadéro au musée de l'Homme et du musée de l'Homme ici au Quai Branly, au fond, correspondait à cette volonté-là. Maintenant, pour revenir à la force motrice, le titre du livre de Jean-Luc, le cri de Picasso, le cri en question, c'est le moment où Picasso dit « l'art nègre ne connaît pas ». Voilà. À force qu'on lui pose la question, et l'influence de l'art nègre, et l'influence de l'art nègre, c'est un cri un peu excédé. Allez, l'art nègre ne connaît pas. Voulant dire par là, évidemment, qu'au fond, les choses avaient été tirées de son propre fond. Il avait effectué une traduction, une réception et une traduction du langage qui était tenu par ces objets-là. Et ceci est important. Jean-Luc consacre des pages lumineuses à la réflexion sur ce moment autour de 1906 à 1908 où Picasso va produire Les Demoiselles d'Avignon. Picasso, décidant de produire Les Demoiselles d'Avignon, les corps de ces demoiselles lui viennent relativement facilement et relativement vite. On sait qu'il n'est pas satisfait par les visages, en revanche. Il n'arrête pas de changer. Il propose un visage, il l'efface, il sent qu'il est à la recherche de quelque chose sans trop savoir à la recherche de quoi. Et finalement, Les Demoiselles d'Avignon naissent lorsque les masques qu'il fréquentait, les masques qu'il avait vus et qu'il collectionnait lui-même, s'imposent à lui, imposent leur propre langage et deviennent les visages de ces demoiselles d'Avignon. Et Jean-Luc raconte la révolution que cela a constituée. C'est pour cela, j'ai fait un long détour pour venir à ta question, parce que c'est pour cela que j'ai utilisé le mot de révolution, en plus du mot de force motrice,
parce que c'est effectivement ce que nous indique Jean-Luc. Et ce qui est important là-dedans, c'est précisément que par cette traduction qui est effectuée par Picasso, il donne une orientation à notre modernité artistique qui va être dès lors une africanisation de cette modernité. Et c'est ça qui est le plus important, me semble-t-il, comme le message de ce livre. Revisiter cette période, c'est nous permettre de comprendre en quoi, à partir du début du siècle, notre modernité a été habitée par ce que l'on pourrait appeler un devenir africain. Et ceci est important parce que c'était une période aussi, ce début du XXe siècle, où une Europe assurée d'elle-même, ça allait changer très rapidement, parce que bientôt le fracas des décolonisations allait avoir lieu, une première guerre mondiale allait avoir lieu, une deuxième guerre mondiale encore plus terrible allait avoir lieu, mais ce moment de basculement, 1908, 1906 jusqu'à 1908, c'était encore un moment où l'Europe était assurée d'elle-même et où des philosophes européens estimaient, par exemple, que l'Europe, dans son caractère exceptionnel, comme lieu de l'universel, n'avait rien à apprendre au fond du reste du monde. Un philosophe que tu connais bien, Husserl, disait « Les Indiens ont toutes les raisons de s'européaniser, nous n'avons aucune raison de nous indianiser. » Au moment où il disait ça, ces objets dans les musées étaient en train de lui dire « Mon cher Edmond Husserl, le monde est en train de s'africaniser, il est temps que tu t'en rendes compte. » Il s'indianise, il se sinise, il s'africanise. Le monde que nous vivons est un monde traversé par tous ces devenirs. Il est africain, il est européen, etc. Et l'importance du livre de Jean-Luc, en plus d'être très érudit sur l'analyse des œuvres artistiques, nous raconte cette histoire-là, cette histoire de l'africanisation de notre modernité. Est-ce qu'en s'africanisant, en s'indianisant, est-ce que ça se désoccidentalise par là? Je ne dirais pas que ça se désoccidentalise, parce que ce monde s'européanise aussi de toute façon. Le réalisme nous impose de dire que ce monde s'européanise. Je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il ne faut pas désoccidentaliser l'art pour retrouver son universalité? Voilà. En revanche, désoccidentaliser l'art pour retrouver son universalité, c'est comprendre que cette universalité nous vient de tous les coins du monde. Que ce n'est pas l'Europe qui confère l'universalité, ces objets venus des terroirs africains, tout particuliers, du terroir Dogon, du terroir Sénoufo, de toutes ces petites régions, ces objets ont produit un discours universel qui est aujourd'hui le discours de notre modernité. Il fallait désoccidentaliser pour pouvoir universaliser. Et ceux qui ont vu l'exposition Senghor qui est là-haut savent que je viens de citer Alioune Diop. C'est Alioune Diop qui dit « il faut désoccidentaliser pour universaliser », ce qui est une phrase magnifique parce que c'est un retournement complet de l'idée selon laquelle l'Europe est le continent et la province du monde qui apporte l'universel au reste du monde et qu'il faut donc occidentaliser comme condition de l'universalisation. Et lui, il renverse les choses, il faut désoccidentaliser au contraire pour universaliser, c'est-à-dire il faut d'abord affirmer le pluriel du monde et faire en sorte que de ce pluriel du monde arrive une visée commune de l'universel. Et c'est la leçon que portent ces objets-là, c'est la leçon, cette phrase essentielle, pour moi c'est la plus importante qui est écrite Alioune Diop, désoccidentaliser pour universaliser. Ça veut dire qu'on ne renonce pas à l'universel. On met fin à un universalisme qui estime que c'est l'Europe qui confère l'universel. Et d'ailleurs, ça a été dit à un moment donné, quand parmi les directeurs de musées qui ont résisté à la notion de restitution, l'un des arguments qui a été opposé au rapport de Felwine et de Bénédicte, nos amis, ça a été de dire mais ce sont les musées européens qui ont fait de ces objets des objets universels. Sous-entendu, tant qu'ils étaient dans vos terroirs, ils étaient rien. Maintenant qu'ils sont arrivés à la lumière de l'Occident, ils sont devenus quelque chose. C'est contre cela que tu as écrit ton livre, c'est contre cela qu'a parlé Alioune Diop, et c'est cette histoire que raconte ce magnifique ouvrage, Le Cri de Picasso.
Professeur, je sens que vous avez envie de réagir à ce que disait professeur Bachir Diagne, votre directeur de collection, préfacier, ami. Euh, Je voudrais ajouter à ce qu'a dit Bachir qu'au départ, lorsque la grande dame, Christiane Diop, parce que Christiane Diop, ce livre est une transformation de ma thèse d'État, la vieille, hein, qu'on ne fait plus. Christiane Diop était à la soutenance de ma thèse d'État. Elle est restée là 6 heures, ça a duré 6 heures en Sorbonne. Et à la fin, elle était avec Françoise Balogun. Et à la fin, Madame Diop, hein, Madame Alioune Diop, me dit fais tout pour qu'on transforme cette thèse en livre. J'ai dit OK. Et Romuald Foucault, que j'ai vu plus tard, Romuald Foucault me dit bon, il faut qu'on transforme cette thèse en livre. Mais comment on va le transformer en livre? Là, c'est 728 pages. Au départ, c'était, je crois, plus de 900 pages. Et Suzanne Diop a tout fait pour que ça arrive à... Et quand je vais voir Madame Diop, elle me dit, ce livre, cette thèse, comment tu as pu penser cette thèse? Et je lui ai dit, ben, c'est simple. J'allais voir son mari, le célèbre Alioune Diop, au 18. Il était pas au 25 bis, il était au 18. Pour ceux qui connaissent la rue des Écoles, il était au 18 rue des Écoles. Et j'allais voir M. Alioune Diop. Et à l'époque, il avait comme directeur littéraire Kadi Mandjouzi. Hein, Kadi Mandjouzi qui est maintenant à Brazzaville. Et Kadi Mandjouzi me parlait, me dit est-ce que quelqu'un ne peut pas faire un travail sur... Moi, je leur ai dit non, moi, je suis en thèse de philosophie sur un philosophe européen qui s'appelle Emmanuel Levinas. À l'époque, je prépare une thèse d'état sur temps et langage Emmanuel Levinas. Et puis, je dis non, ça c'est trop compliqué. Et là, je vous donne le secret. Hein, je lui dis non, je préfère rester dans la phénoménologie, dans la métaphysique avec Lévinas, et c'est très bien. Et j'avais comme directeur de thèse Jean-François Lyotard, s'il vous plaît. Alors, donc, je vais voir Jean-François Lyotard, je lui dis, bon, non, est-ce que je pourrais... Il dit, non, il faut continuer sur Lévinas. Il faut continuer sur Lévinas. Et OK. Je prends rendez-vous avec Lévinas. Il habitait le 16e arrondissement. Je vais voir Lévinas. Lévinas, je lui présente mon projet, ma thèse d'État. Tant il engage Lévinas. Lévinas me dit, vous ne pouvez pas penser la question du temps chez vous, en Afrique. Vous ne pouvez pas penser. Il n'y a pas d'élément, d'endroit où vous pourrez penser la question du temps en Afrique. Pourquoi sur Lévinas? J'étais choqué en même temps. Je dis, ah bon? Je dis, mais non, moi je voudrais travailler sur votre œuvre. Autrement qu'être au-delà de l'essence, c'est un grand livre. Ou Totalité infinie, c'est un grand livre. Donc je dis, non, travaillez sur la question du temps en Afrique. Et vous reviendrez me voir. Il dit, travaillez. Dans le même sens que Temps et récit de Paul Ricoeur. Je lui dis, bon. Je repars voir Jean-François Lyotard. Je lui dis, bon, voilà ce que me dit Lévinas. Et c'est Lyotard qui me dit, bah, écoute, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu vas travailler dans cette direction-là, hein, sur le temps, la question du temps. Parce qu'entre-temps, Paul Ricoeur avait organisé pour le compte de l'UNESCO un grand colloque sur les temps et les cultures, les temps et les philosophies. Grand colloque. Il me dit, bon, tu vas prendre cette ligne-là. J'ai dit, OK. J'ai commencé à penser, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, je pensais la question du temps en Afrique. Et puis, mais où trouver les éléments pour penser la question du temps en Afrique? Oui, où trouver les éléments? Lyotard me dit, il doit bien avoir des artefacts. Des artefacts en Afrique à partir desquels on peut
penser la question du temps. Hein, donc des objets, des choses comme ça. Puis il me dit, mais tu vois, il a fait une thèse d'État, son livre, Discours et figures. Ah, le livre, il dit, tu vois, tu peux, à partir d'un certain nombre de tableaux du Moyen-Âge et de la Renaissance, trouver la temporalité de la Renaissance à cette époque. Mais tu peux faire pareil. Hein. Tu peux faire pareil. Il dit, oula, c'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué, pareil. Mais dit, si, je peux faire pareil. Il suffit que tu ailles en Afrique, que tu fasses tes recherches, ainsi de suite. Bon, ok, bon. Il dit, mais il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me donner au moins, du point de vue de la méthodologie ou du point de vue de l'analyse, un certain nombre d'éléments scientifiques pour pouvoir le faire. Il dit, non, ne t'embête pas. Je veux t'envoyer voir quelqu'un. Jean Laude. Je suis allé voir Jean Laude, qui était le grand professeur d'histoire des arts d'Afrique à la Sorbonne. Je suis allé voir Jean Laude et Jean Laude m'a confié quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis Porra. Jean-Louis Porra, c'est avec lui comme ça. Il m'a dit, il faut aller là, il faut aller là. Et comme ça, j'ai atterri au musée d'Aper grâce à Christiane Falcaret, que j'ai commencé effectivement à prendre connaissance des objets d'art. Et durant tout le temps où nous étions au musée d'Aper, je le dis pour ceux qui ne savent pas, je le dis et je le répète encore aujourd'hui, le musée d'Aper pendant 20 ans a fait les meilleures expositions sur les arts d'Afrique sur la place de Paris. Sur 20 ans, le musée d'Aper. Et j'ai encore mal au cœur qu'on l'ait fermé. Pendant 20 ans, le musée d'Aper a organisé des expositions clés sur les grands chefs d'œuvre d'Afrique. Elle a repris tous les Dogons qu'il y avait au musée de l'Homme. Elle a fait la grande exposition sur les Dogons au musée d'Aper. Les Louba, on a fait le Louba. On a jusqu'au poutre, au bronze du Bénin. On a fait tout ça. Et grâce à tout ça, je me suis remis à retravailler mon texte par rapport aux objets d'Afrique. Et de là, j'ai trouvé les liens pour pouvoir faire ma thèse, mon livre. Et je suis allé à Varèse. Je suis allé à Varèse voir celui que je considère comme l'un des plus grands spécialistes au monde sur le mouvement des objets africains entre le 15e et le 18e siècle. Ndio Bansani, le grand Ndio Bansani, il est mort. Pour moi, c'est le plus grand spécialiste. Écrit sur les collections, sur le mouvement, sur la mobilité des objets africains entre le 15e et le 18e siècle. Et pendant tout le temps que je restais avec lui, alors j'ai repris un certain nombre de travaux, un certain nombre de choses qu'il avait laissées en chantier comme ça, jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, quelque part, au XVe siècle, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bachir, tout à l'heure, parlait de l'émergence de la modernité à partir de la rencontre entre Apollinaire, Picasso et les œuvres là. Mais au XVe, XVIe siècle, les Portugais qui font travailler les artistes africains, eux-mêmes, ils dialoguent avec ces artistes africains. Ils engagent un dialogue avec ces artistes africains. Contrairement aux artistes européens du début du XXe siècle, contrairement aux artistes de l'époque de Picasso, qui regardent les objets d'art africains, mais qui ne dialoguent pas avec les créateurs de ces objets d'art africains. Ils les voient, ils les observent, ils les admirent, mais ils ne connaissent pas les créateurs. Mais les Portugais du XVe siècle, ils allaient en Afrique et faisaient venir les Africains qui venaient travailler au Portugal ou dans les ateliers de Benvini, qui était un grand orfèvre italien. Et cet Italien reprenait les objets de ces Africains, les retravaillait à sa manière et donnait autre chose. Et ça allait aux Indes, ça allait aux Amériques, ça revenait, et ça faisait ce que dit très bien Serge Gruzinski, le mouvement des 4 continents.
et le mouvement des 4 continents, qui n'est rien d'autre que cette désoccidentalisation qui va devenir universelle. Vous comprenez? Et vous voyez dans un olifant, Luango, des éléments qui viennent de l'Inde, qui viennent du Mexique, et qui viennent du Portugal. Et ça se retrouvait là. C'était où les artistes africains qui le faisaient eux-mêmes sur la terre africaine, par exemple au Libéria, les fameux sapis au Libéria, ou alors ils le faisaient dans les ateliers, ils venaient au Portugal et les Portugais leur faisaient faire. Et comme dit très bien Suzanne Vogel, au point où, quand vous regardez les portraits, enfin les figurines de ces Portugais-là sur les olifants, ils ont des visages de nègres, mais avec des nez portugais, ou les nègres ont des visages portugais avec des nez européens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand vous voyez ces objets, hein, ces salières, surtout les salières, hein, les salières, vous regardez le bonhomme qui est au bout de la salière, c'est un Portugais, mais avec un nez fléché, comme un Dogon, ou c'est le contraire. Vous comprenez? Et d'où, comme dit très bien Suzanne Vogel, il y avait un dialogue, non seulement du point de vue artistique, mais du point de vue de l'esthétique, hein, du point de vue de l'esthétique. Il y avait un dialogue entre ces artistes portugais ou ces commanditaires portugais et ces artistes africains. Donc il y avait un dialogue. Et quelque part, par ce dialogue-là, ces artistes africains, ces orfèvres africains ont participé à l'émergence, on pourrait dire, d'une modernité, mais de cette époque, du XVe siècle, au contact de ces Portugais et de ces Italiens, parce qu'il y avait et les Portugais et les Italiens. Parce que souvent, c'était plutôt les Italiens qui travaillaient pour le royaume de Castille et d'Aragon. Professeur Akaivi, votre livre, Le cri de Picasso, sort chez Présence africaine à un moment où il y a un débat important, central, que le professeur Bachir Diagne a rappelé. C'est le débat sur la restitution, avec son corollaire, la question, quelle est la place des œuvres d'art africains au musée ou ailleurs? Comment votre œuvre, votre travail se situe par rapport à ce débat? Vous me posez la question alors que notre ami Bénédicte de Savoie vient de sortir un livre qui s'appelle Le combat de l'Afrique pour la restitution des œuvres d'art. Il n'y a même pas un mois, je pense. Moins d'un mois, oui. La traduction française sur le combat de l'Afrique pour la restitution des œuvres d'art. Bon. J'avoue que... C'est une grande question, j'avoue. C'est une grande question. Est-ce que c'est un combat qu'il faut mener? Oui, il faut le mener. Le processus de la désontologisation de ces objets d'art depuis le XVIIe siècle, beaucoup plus depuis le XVIIe siècle, entre le XVe et le XVIIe siècle, il n'y a véritablement pas de rupture de dialogue culturel, artistique entre l'Europe et l'Afrique. C'est surtout à partir du XVIIe siècle, évidemment, à cause de la traite. Hein, à cause de la traite, et entre-temps, ces objets ont émigré dans les muséums d'histoire naturelle. C'est dans les muséums d'histoire naturelle que véritablement on va indexer ces objets démoniaques, monstrueux, et tout, ce qui n'était pas le cas pendant la Renaissance. À la Renaissance, c'était des objets de curiosité, d'émerveillement. Mais entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, ces objets n'entrent même pas dans les galeries d'art, n'entrent pas, parce que ces objets-là ne sont pas des objets pour les musées. C'est des objets démoniaques qui sont des témoins fossiles des civilisations, comme on disait au XVIIIe siècle, des civilisations lointaines, des civilisations barbares, primitives. Mais ces objets ont été emprisonnés dans des cales, ont été éparpillés dans les muséums d'histoire naturelle, n'est-ce pas, jusqu'à ce que par le combat réel, physique,
que ce soit des Africains dans les Antilles, que ce soit sur la métropole, que ce soit en Afrique même. Ce combat-là s'est engagé. Et aujourd'hui, on demande la restitution, pas pour le plaisir d'avoir ces objets-là dans nos musées, mais tout simplement pour qu'à partir de ces objets, nous retrouvons un certain nombre de chaînons manquants, des chaînons manquants qui font qu'à un moment donné, la créativité s'est affirmée en Afrique et que cette créativité, à cause de ces objets, ont été emprisonnés, ont été complètement embastillés dans les cales de l'Occident. Mais maintenant... Justement, en vous lisant, enfin, le professeur Diagne en parlait, comme je suis un esprit un peu tordu, en vous lisant quand même, vous dites une chose qui est importante. Ces objets-là ont infusé dans la société, ont trouvé leur place dans les musées, ont une vie. Est-ce qu'à partir de là, au fond, est-ce que finalement, avec leur universalité, qu'ils soient à Cotonou ou à Marseille ou à Dakar, est-ce que finalement, enfin, ça n'annihile pas une bonne partie des arguments pour la restitution? Parce que finalement, s'ils ont infusé, trouvé leur place, une forme comme vous le dites, j'ai pas compris dans le livre. Bon, c'est pourquoi je vous pose la question où vous vous situez par rapport à ce débat, parce que vous décrivez très bien comment ça infuse et que ça s'universalise et trouve leur place en Occident. D'une façon frontale, je ne pose pas la question de la restitution. Moi, oui, j'ai vu. Et moi, je vous la pose frontalement. C'était la question de l'odyssée de ces objets, de la façon dont ces objets ont quitté l'Afrique, sont allés en Europe, comment ces objets ont été... Oui, mais puisqu'ils ont trouvé leur place, pourquoi ils ne resteraient pas? Pourquoi pas? Je vous ai dit, je suis un esprit tordu en vous lisant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? D'ailleurs, il y aura des questions si certains veulent participer au débat. Pourquoi pas? Oui, donc en fait, vous n'abordez pas la question de façon frontale, dites-vous, c'est-à-dire? Non, parce que pour moi, c'est une question... Il faut bien penser la question de la restitution des objets, mais la penser comment? Il ne faut pas la penser pour dire que, bon, voilà, ces objets sont allés là-bas, nous allons les reprendre pour les ramener chez nous, pour en faire quoi? Ce n'est pas seulement un mouvement de déplacement. Voilà. C'est plus que ça. Voilà, c'est plus que ça. Bon, tu as pris ma chemise, tu l'as menée chez toi, et puis, bon, je la récupère, je la ramène chez moi, je fais quoi? Je la porte. Je fais quoi? Mais en même temps, c'est une question terriblement ontologique, terriblement métaphysique. Mais ça devient terriblement métaphysique à cause de la traversée de ces objets. Vous comprenez? À cause de la traversée de ces objets et de ce que ces objets ont été marqués. Cette traversée, c'est quoi cette traversée-là? Cette traversée, ça a été quand même une traversée douloureuse sur le plan métaphysique, très dure sur le plan métaphysique. Nous allons les reprendre, nous allons les ramener. Vous comprenez? Mais en les ramenant, est-ce que nous allons retrouver cette aura, cette dimension spirituelle, métaphysique? C'est compliqué, vous comprenez? Ouais. Et puis on les ramène où? Au musée ou dans voilà. Alors qu'ils ils sont pas partis des musées. Ouais, ils sont partis des lieux dits cultuels. Ils ne sont pas partis des musées. Parce que le musée en tant qu'imaginaire, ça n'existe même pas dans nos civilisations. C'est parti comment? Vous comprenez? Donc c'est une question extrêmement rude. Est-ce que j'ai trouvé des réponses aujourd'hui? Je ne vous le dis pas. Je vous dis simplement. Je vais terminer par là. Une anecdote. Nous organisons au musée d'Aper l'exposition sur les Luba, qui a eu un grand succès. Les Luba du Congo, du Congo démocratique. Les Luba. Sur les Luba, on a monté l'exposition et tout était prêt pour l'inauguration de l'exposition. Je crois Boni Gabin, je ne sais plus où il est, qui travaillait au musée d'Aper à l'époque. Boni Gabin, Christian lui dit, il faut trouver quand même des loubas.
On a fait venir, j'ai des amis là-bas qui sont venus de Bruxelles pour venir voir cette exposition, sur recommandation de Desmarais, Pierre Desmarais, qui à l'époque était recteur de l'université libre de Bruxelles, de Pierre Desmarais, qui est lui-même un grand anthropologue. Ils sont venus, quand ils sont arrivés au musée d'Appel, à l'époque, ce n'était pas sur Paul Valéry, c'était sur Victor Hugo. Sur Victor Hugo. Et moi, je dormais là, sur Victor Hugo. Les Loups arrivent, le jour où on va inaugurer le musée. À la fin de l'inauguration, il y a le bac qui est venu, enfin, un citoyen de la RDC, du Zaïre à l'époque, est venu, il me dit, mais chez moi, on ne peut pas voir ça. Ces objets d'art-là, c'est ce que vous appelez objet d'art-là, chez moi, au Kassai, je ne peux pas voir ça. Je ne peux pas voir. Mais comment vous pouvez voir ça? Et Boni Gabin lui demande, mais comment vous faisiez pour aller voir? Mais non, on ne les voyait pas comme ça. Il faut une certaine initiation. Il faut. Et ce n'est pas tout le monde qui va aller les voir, ces objets-là. Qui n'étaient rien d'autre que les chaises acariatides, là. Vous comprenez? Je dis non. Et vous les voyez. Et vous voulez que nous les voyions. Il dit, moi, je ne peux pas voir ça. Il était sérieux. Il a dit, je ne peux pas voir ça. Je dis à Boni, mais lui, il dit, il ne peut pas voir ça. Il a dit, mais vous êtes fous. Ces objets-là, on ne les voit pas chez nous. Parce que c'est là-bas, la monstration de ces objets chez nous, c'est pour accéder à une pensée, à une certaine spiritualité. Et ici, vous les faites voir comme ça. Là. Comment vous avez fait? Une désacralisation de l'art. Désacralisation, mais la question reste. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours. La question reste posée. Oui. Nous, quand on a organisé, je terminerai par là, l'exposition sur les Dogons, au musée d'Appel, l'exposition sur les Dogons, la veille de l'exposition, le gardien qui était là, il s'appelait comme Ndiaye. Le gardien sénégalais qui était là, au musée d'Appel, il s'appelait Ndiaye. Il vient me voir. Et moi, je dormais de l'autre côté, il vient me voir, il me dit, mon type, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. qui bougent. Je dis, comment ça qui bouge? C'est authentique. Quand vous verrez Christiane Falgaret ou Boni Gabin, on a fait venir un prêtre Ogon de la falaise de Badiangara. Un prêtre Ogon, de falaise de Badiangara, pour qu'il vienne faire des libations avec le vieux Youssouf Tata Sissé. Oui. D'ailleurs, c'est Youssouf Tata Sissé qui faisait le guide, qui faisait la visite au musée d'Appel de Masque-Dogon. C'est pour vous dire. Donc la question de la restitution, vous voyez, c'est une question terrible. Grande question. On va soulever une grande question. Alors, si dans la salle, certains veuillent poser des questions ou dire un mot, il y a un micro qui circule. Je vois une main se lever là, puis notre ami derrière. Ah ben ici aussi. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez juste vous présenter. Je m'appelle Adandé et je m'intéresse beaucoup à toutes ces choses-là. Mais donc ce que vraiment je trouve extraordinaire, nous avons vraiment un grand privilège de pouvoir avoir, si on peut dire, des explications sur des choses inexplicables et inexpliquées jusqu'aujourd'hui. Mais le point très essentiel dans tout ce que j'ai entendu, c'est la valeur même de ces objets, et je dirais même la vie de ces objets, la pensée de ces objets, et même l'action de ces objets. Toutes les dernières anecdotes qu'a fait l'auteur nous prouvent ça. Donc, je pense que la réponse à votre question sur la restitution, elle se trouve dans les objets eux-mêmes. Merci. Il y a une question par là. Alors là, là et là. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant.
et je n'ai pas encore lu votre livre, mais ça me passionne dans la mesure... Mon nom, c'est Christiane Coher. Je connais beaucoup de personnes, Sylvain Sancalé, le milieu donc artistique. Sancalé qui est un grand collectionneur. Exactement, Sylvain. Et puis, je le connais aussi sur Abidjan. Où est-ce que la question que je voudrais poser, parce que j'en ai beaucoup parlé, c'était les restitutions, pourquoi pas. Mais ce que j'ai remarqué à chaque fois, que ce soit à Abidjan ou à Dakar, c'est comment intéresser les jeunes Africains à venir voir justement ces objets qui, pour moi, ont une portée spirituelle essentielle. Et les discussions qu'on peut avoir avec des jeunes, que ce soit à Dakar ou à Abidjan, chez les jeunes, finalement, le côté spirituel des objets, à la limite, ça ne les passionne pas. Il y a des endroits comme à Abidjan, dans le musée, ils ont organisé des visites des écoles, ils ont fait des vidéos, et c'est... Bon, à Dakar, les dernières fois où j'en ai parlé avec Sylvain et tout ça, je connais très bien aussi Christiane Falgaret. Sylvain est un grand ami. Voilà. Si vous voulez, Christiane Coher, c'est la famille Sancalé, on connaît bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est que je suis frappé que les jeunes générations ne soient pas suffisamment impliquées. En fait, c'est la recherche des lieux où les jeunes Africains pourraient reprendre la possession et la valeur spirituelle des objets qui ont circulé depuis des années en Afrique. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Ça va au-delà de la restitution d'un objet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Une question par là. Par là, et puis, bon, c'est la même chose. Allez-y. Bonsoir. Merci pour votre travail, mais en fait, je n'ai pas encore pris connaissance. J'ai vu la conférence sur un flyer sur Facebook. Et en fait, moi, en tant que mélomaniaque, j'ai découvert des artistes musicaux de la même époque que Picasso, en fait. En fait, c'est ceux qui sont à l'origine de la musique moderne, Claude Debussy, Erik Satie et Maurice Ravel. En fait, ils ont, pour s'émanciper de l'héritage de Camille Saint-Saëns, ils vont puiser dans la musique afro-états-unienne du moment, ragtime, et Picasso pour le ballet Parade d'Erik Satie reproduit un cheval de forme cubique qui ressemble à une sortie de masque en Afrique. Donc, en fait, ça va choquer tout le monde si je dis ça, mais je pense que les Français ne peuvent pas se passer des Africains, en fait. Merci. Rapidement, 2 questions, et puis on permet à Kaevi de répondre là, monsieur. Et à professeur Bachir Diagne aussi. Bonsoir, Brice Akanati. Écoutez, merci aux interlocuteurs de nous avoir présenté, défriché cet ouvrage. Bon, j'ai la chance d'avoir la thèse d'état du professeur Akaevi qui doit peser 4 kilos. Je n'ai pas encore défriché, donc je suis content d'avoir une version plus light et vos éclairages me permettent déjà de savoir comment je pourrais naviguer là-dedans. J'avais une question. Ce que j'apprends là, c'est effectivement donc 15e, 16e siècle, cette relation entre les Portugais, les artistes et les Africains de Luango, les artistes africains de Luango ou d'autres. Je voulais savoir, je ne connais pas très bien l'histoire de l'art au Portugal, mais est-ce que cette relation spéciale et privilégiée a fait que des artistes, des surréalistes portugais, s'il y en a, on avait une compréhension plus intime, plus profonde de cet art africain et comment ça s'est traduit, et si ça s'est traduit artistiquement de manière particulière. Dernière question, et après on va laisser... Vous avez levé la main? Non? Finalement, non. Bon, écoute, alors une question là et là. Non? Le micro... Et Suzanne, le micro. Bonjour, je suis Suzanne Adouki. Je n'ai pas bien retenu votre nom, madame, excusez-moi, madame Coher. C'est une pensée par rapport à comment faire pour intéresser les jeunes à connaître leur art, à aimer aller au musée, à comprendre. Je crois que c'est dans le plus profond de nous par rapport à l'Église qui est arrivée, qui à un moment
a pris ce qu'il pouvait bien prendre comme objet et le reste a été brûlé en disant ce n'est pas bon, Dieu n'a pas prescrit ça. Et pendant des générations, des gens ont pensé que l'art africain ne valait absolument rien. Ça n'avait, comme Picasso dit, il n'y a pas d'art africain, ça résulte de tout ça. Et bon, on n'emprisonne jamais une idée, à un moment elle éclate. Il a fallu au XVIIIe siècle, au XIXe, que de plus en plus les Africains s'intéressent, pas beaucoup, quelques-uns, et trouver des Cheikh Anta Diop, par exemple, hein, qui ont commencé. C'est à partir de là. C'est un travail de longue haleine. D'accord, merci. Merci. Une question, Madame Diop. Le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'en profite pour vous remercier en tant que directrice de Présence africaine, pour vous remercier d'être là. Et je pense qu'on assiste encore à un grand moment, comme on a eu l'occasion dans le passé de le faire, un grand moment, parce que l'art africain, c'est pas une petite affaire. D'ailleurs, Présence africaine s'y intéresse depuis le début. Et en 1953, nous avons produit un film qui, jusqu'à aujourd'hui, est une référence absolue dans ce domaine et qui avait été réalisé par un grand réalisateur de l'époque qui s'appelait Alain Resnais, associé à Chris Marker. Jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une référence dans ce domaine et je vous encourage à le visionner. Il est en circulation sur notre librairie. Ma question, elle est un peu naïve, et je suis désolée, mais on parle des objets chargés, donc. Et est-ce qu'il existait également des objets non chargés à l'époque? Alors, on va laisser professeur Akayevi et professeur Bachidjan répondre. Il y a eu beaucoup de questions. On va essayer de répondre à toutes. Professeur. Oui. Je prends après. Oui, vas-y. Chargé ou pas chargé, c'était toujours chargé. C'est toujours chargé. Non, ça ne pouvait pas être autrement qu'être chargé. Parce que ce sont des figurines qui sont porteuses de pensée, de spiritualité. Forcément, ça devait être chargé. Chargé, non chargé, non. C'est compliqué, me semble-t-il. Sauf ce que demandaient certains commanditaires portugais sur place, Mais ce que faisaient les Africains eux-mêmes, même quand c'était des commanditaires africains portugais qui leur demandaient, depuis l'Afrique, ils chargeaient. Quels que soient les cas, ils chargeaient. Que ce soit à Luango, que ce soit à Banza Congo, que ce soit à Ouige, au nord-ouest de l'Angola, parce que Ouige, les Congos de Ouige, au Vibundo, que ce soit les thèmes de Libéria, que ce soit les Yoruba, c'était toujours chargé. Il n'y a rien à faire. Surtout Yoruba, surtout le Yoruba, c'était chargé. Et Gruzewski montre ça très bien. Il montre ça très bien dans son livre les quatre parties du monde. Il montre c'était chargé. C'était difficile que ça ne soit pas chargé. Mais par contre, et je termine par là, ces objets pour moi sont, j'allais prendre le titre d'un des plus beaux livres, d'un des beaux livres de Bachir Suleiman, c'est des fagots de mémoire. C'est des fagots de mémoire. De ces objets-là, il y a de la mémoire. Et donc pour moi, quand je regarde ces objets, j'essaye de retrouver, autant que faire se peut, la mémoire, ce qu'il y a là comme pensée, comme créativité, comme porteuse d'universalité de ces objets-là. Ce sont des fagots de mémoire, ces objets-là. Voilà, j'avais la question de Brice sur l'art portugais pendant qu'on y est. Après, on donne la parole au professeur. Je pense que Brice lui-même a compris que est-ce qu'il y a eu sûrement il y a eu
des artistes portugais surréalistes qui sont devenus surréalistes à cause de leur contact avec l'art africain. Je pense, tout comme c'est une grande dame, on la cite de moins en moins, mais elle a fait l'une des plus belles thèses sur la peinture métaphysique de Quirico, Fanette Roche. Fanette Roche, perd son nom, mais je pense qu'elle est décédée. Fanette Roche a écrit une belle thèse sur la peinture métaphysique de Quirico. Il retrouvait dans cette peinture, dans cette métaphysique, des éléments étranges qui venaient du sud de l'Italie, mais ces objets-là venaient aussi du port d'Orient, du port d'Orient, d'Algérie ou de Tanger. Et donc, ça ne m'étonne pas que la peinture métaphysique de Quirico, qui est une des peintures les plus puissantes du point de vue esthétique, peinture chargée. Je pense qu'elle était chargée. Voilà, merci. Professeur Bachir Diagne. Oui, alors, un mot sur la question de la charge, précisément. Il ne faut pas avoir l'impression que cette charge ne parle, par exemple, qu'aux Africains. Picasso raconte sa visite au musée du Trocadéro. Et il dit qu'il a eu le sentiment, à un moment donné, d'être hanté. Il était parmi ces objets et son expérience de ces objets était presque un malaise. Et il dit, il emploie le mot... Il dit qu'il est sorti, il est revenu, il a tressailli, il est revenu, il ne comprenait pas, il était pris de vertige, il a tressailli, il le dit, c'est pas possible, il crie, il suffoque, mais il ne suffoque pas parce que le musée Trocadéro est un mauvais musée, il suffoque de la fascination qu'il a en regardant ces objets. Il suffoque, le mot est de lui, il suffoque, il tressaillit. Il tressaillit. Jean Clair, qui est un redoutable spécialiste de Picasso, Jean Clair, qui était longtemps directeur du musée Picasso, il ne s'amuse pas, il dit, est-ce que ce n'est pas le moment où il est devenu saturnien? C'est-à-dire, je pense. Mais il tressaillit, il regarde, il est fasciné, comme le soleil fascine. Quelque chose comme ça. Enfin, je m'excuse. Professeur. Non, mais... Donc il tressaille en effet. Et il utilise le mot d'exorcisme. Il dit que lorsqu'il est parti, il a eu le sentiment qu'il lui fallait exorciser ce qui lui était arrivé. Et il ajoute, et c'est le plus important, qu'il pense que c'est ce jour-là que les demoiselles d'Avignon sont nées. Ceci est une histoire qu'il raconte à Malraux. Et il est important ici de mentionner Malraux et la conversation qu'il a eue avec Picasso, parce qu'il y a aussi cette idée chez Malraux que l'art commence, c'est une citation que je fais, l'art commence lorsque les dieux sont partis de l'objet. Parce qu'il ne faut pas non plus tellement insister sur la spécificité africaine au point de donner l'impression que l'art européen est un art d'une sécularité totale, totalement laïque, transparent, et que l'art africain, lui, serait chargé. L'origine de l'art européen est aussi une origine religieuse. Tressaillir, comme tu as utilisé ce verbe, c'est ce qui peut arriver lorsqu'on regarde le Christ représenté par quelqu'un qui pourtant est un athée devant l'Éternel, qui est Salvador Dali. Le Christ de Dali, ce gigantesque crucifix qu'il représente et qui se trouve au Metropolitan Museum, qu'on soit religieux ou pas, donne l'impression, en effet, qu'on est en présence d'une expérience spirituelle que l'art donne. Et donc, ne pas oublier qu'il s'agisse de l'art gréco-romain, qu'il s'agisse de l'art européen, les origines sont des origines religieuses. Et l'idée est que même lorsque ces origines religieuses ne sont plus lisibles dans l'objet, parce que ceux qui pouvaient les y lire ont changé eux-mêmes, il n'en demeure pas moins que par leur langage strictement plastique, ces objets continuent de porter une spiritualité qui est ce que nous percevons lorsque nous percevons la beauté de ces objets.
il n'y a pas de bel objet qui ne soit pas également un objet qui nous meut sur le plan spirituel et qui indique au-delà de lui-même, au-delà de sa visibilité, quelque chose d'invisible et qui pointe vers une forme de transcendance, même lorsque la religion n'y est plus. Et donc, ceci m'amène à la question des jeunes. Les jeunes élevés dans une religion chrétienne ou élevés dans une religion musulmane, qui n'ont plus ce rapport direct à la spiritualité religieuse que ces objets portaient, est-ce qu'ils peuvent avoir quand même une expérience artistique et spirituelle avec ces objets? C'est la grande question qu'il faut poser. Et c'est la raison pour laquelle il sera important, lorsque certains de ces objets seront retournés, et puis d'ailleurs il y a des objets aussi en Afrique, il ne faut pas avoir l'impression que c'est un vide absolu tant que ces objets ne sont pas revenus. Il y a des tas d'objets qui sont au musée Mono, comme tu sais, où nous nous sommes retrouvés, toi et moi, il n'y a pas très longtemps avec nos amis, etc. Donc ils y sont, ces objets-là. Eh bien, ça va être la fonction des maîtres qui vont amener leurs élèves dans les musées. Parce qu'on est éduqué au musée. Les parents qui font l'expérience d'amener leurs enfants dans des pays et essayent de les traîner vers le musée le savent. Les enfants résistent beaucoup. Et le moment où eux-mêmes décident d'y aller, c'est un moment où quelque chose s'est passé. Et c'est la fonction des maîtres, des professeurs, de faire en sorte que ce quelque chose puisse se passer chez les élèves, etc. Donc, ne pas s'inquiéter de la relation que les jeunes peuvent avoir à ces objets. Il suffit de les éduquer à ces objets-là, de la même manière qu'on les éduque à la musique, qu'il s'agisse de la 7e symphonie de Beethoven ou du ragtime. Il y a une éducation qu'il faut avoir pour comprendre l'émotion religieuse, spirituelle que l'on peut éprouver devant un objet. Donc ça, c'était sur la question de la relation à la spiritualité. Dernier aspect, la restitution. Et je suis d'accord avec Ousmane. Ton livre, au fond, indique clairement que l'idée d'une restitution, ils étaient partis, ces objets, nous les voulons, vous nous les ramenez, ça ne se passe pas de manière aussi simple. Ces objets ont connu leur odyssée, j'emploie ce mot dans la préface que je t'ai donnée et toi-même tu en parles là maintenant. Ces objets ont connu une odyssée telle qu'ils ne reviendront pas tels qu'ils étaient. Le retour n'annule pas le départ, ce n'est pas le geste mécanique d'effacer un départ. Et celui qui l'a dit de manière merveilleuse, c'est Amadou Mahtar Mbow, quand il était directeur général de l'UNESCO, le grand discours qu'il a prononcé en 1978 sur la restitution, en disant « Les peuples qui ont créé ces objets, je le cite à peu près de mémoire, savent bien que ces objets, lorsqu'ils ont fait leur déplacement, ont poussé des racines ailleurs. » Et donc, racine, c'est très fort. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas simplement déplacés. Ils ont habité les lieux où ils sont venus. Ils ont habité, ils ont parlé un langage, ils ont exercé leur force motrice, ils ont influencé les arts, ils ont parlé à Picasso. Et donc, dire qu'ils vont revenir intacts tels qu'ils étaient partis, ça n'a aucun sens. C'est la raison pour laquelle il faut de la restitution, pour la raison simple suivante, c'est qu'il faut que les musées africains aient une capacité de négociation avec les autres musées, qu'ils aient des objets de valeur qui leur ont été arrachés, que le Nigeria retrouve ces fameux bronzes du Bénin, dont on sait qu'ils n'étaient pas tous en bronze, mais enfin on les appelle comme cela. Cette restitution a commencé à se faire. Les Allemands ont rendu un nombre impressionnant de pièces. En réalité, les Français en ont parlé et les Allemands l'ont fait. Ils ont, eux, envoyé les bronzes du Bénin et c'est un trésor qu'ils ont rendu. J'étais d'ailleurs il y a juste une semaine à Berlin où j'avais été invité à avoir une conversation avec Bénédicte Savoie à propos de son livre sur la restitution, et c'était la grande question. Et Bénédicte disait, les Français ont rendu à peu près 2,5 tonnes, alors que les Allemands ont déjà rendu je ne sais pas combien de tonnes. Elle disait les choses de cette manière-là. Et alors, cela veut dire que construire une capacité de négociation, faire en sorte que les musées puissent dialoguer les uns avec les autres, s'entrepréter des objets, que les musées africains devenus plus riches d'un certain nombre d'objets aient une capacité de négociation pour emprunter eux-mêmes des objets ou en prêter.
parce que ce n'était pas ça le cas. Bénédicte Savoie raconte une année importante qui est l'année 1965, quand Paulin Joachim écrit cette fameuse préface dans Bingo en disant « Rendez-nous l'art nègre ». La raison pour laquelle Paulin Joachim écrit cela, c'est que 65, c'est quelques mois avant 1966, le Festival mondial des arts nègres. Et le Sénégal est en train de faire des pieds et des mains pour obtenir les prêts des objets qui vont être exposés pendant le Festival mondial des arts nègres. Et Paulin Joachim s'est dit, mais enfin, c'est incroyable. Voilà un pays qui organise une exposition des arts du monde noir et qui est obligé d'emprunter ces objets à des musées européens. C'est cela le cri de cœur, pour repartir d'un cri, de Paulin Joachim. Rendez-nous l'art nègre. Ce qui a d'ailleurs failli créer une affaire, une histoire, parce que les musées se sont dit, mais si les cris, c'est éditorial, si nous prêtons, est-ce qu'ils vont nous rendre? On peut faire confiance. Même jusqu'à présent, ça se pose un peu. On peut faire confiance à la diplomatie du président Senghor pour pouvoir parler à ces musées, expliquer que... Et Senghor n'a jamais parlé de restitution. Les objets ont été empruntés, ont été rendus. Or, ce que fait le président Senghor après cela, c'est organiser au début des années 70 des expositions de Picasso au Sénégal avec des objets africains, des expositions de ses amis Chagall, Soulage, le Soulage qui est là dans la présentation Senghor et les arts, le Soulage avant son ultra noir. Et donc, ce qu'il est en train de faire, c'est faire dialoguer l'art européen et l'art africain. Et parallèlement à cela, il va faire organiser ici à Paris, au Grand Palais, une exposition des arts africains. Cela veut dire que plutôt que d'une restitution, il est précisément dans le cadre de cet échange intermuséal, la consolidation et la configuration de ce fameux musée imaginaire dont parlait Malraux, où les musées se parleraient, se prêteraient des objets. Voilà pourquoi la restitution est importante, faire en sorte de consolider les infrastructures muséales dans les pays africains pour que ces pays africains entrent dans le circuit des échanges. La restitution signifiera simplement que les objets leur appartiennent, mais ces objets appartiennent au monde entier. Ils sont partis, ils sont devenus nomades et ils sont devenus nomades à jamais. Et c'est cela, me semble-t-il, qu'il faut pouvoir penser derrière cette idée légaliste de restitution et comprendre qu'il est de la nature de ces objets de circuler. Le Metropolitan Museum à New York a organisé très récemment une magnifique exposition qui s'appelait Sahel. Malheureusement, elle a été interrompue rapidement par le Covid. Tu y étais, Ayrton, tu as vu l'exposition. Eh bien, pour cette exposition, le Sénégal, par exemple, avait prêté 3 pièces. Le Niger avait prêté quelque chose. Le Mali avait prêté quelque chose. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. Avoir des musées suffisamment achalandés, enrichis au sud, pour que la grande division, ce que Senghor appelait la ligne d'injustice nord-sud, soit effacée. Et que la circulation de ces objets soit assurée. Et la restitution n'est rien d'autre qu'un préalable pour que cette circulation soit assurée. Mais encore une fois, ces objets appartiennent à tous les endroits en même temps. Ils sont devenus des objets d'ubiquité. Ils manqueront toujours au lieu où ils ne sont pas. Ils vont en Afrique, ils manqueront ici au musée du Quai Branly. Ils restent ici, ils manqueront en Afrique. C'est leur nature de manquer partout et c'est ça la nature des nomades. C'est pour ça, moi, je les compare maintenant à des oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs savent comment se comporter. Quand il fait froid en Europe, ils vont chez moi, le parc de Djoudj au Sénégal, où les touristes vont les voir. Et quand la chaleur commence, hop, ils réémigrent et ils viennent au nord. Eh bien, ces objets, il faut les traiter comme des oiseaux migrateurs, me semble-t-il. Et il me semble que c'est la grande leçon de ton livre, et c'est pour cela que je suis vraiment heureux et fier de l'avoir accueilli dans cette collection, qui est une collection qui est devenue très riche. J'ai à ma droite Selwa Lust-Bulbina, qui a également enrichi cette collection d'un ouvrage qui parle également de l'art, parce que Selwa est comme tu sais, une philosophe de l'art comme toi. Et c'est véritablement la richesse de cette collection que de s'être ouverte comme cela
à des penseurs comme toi, des penseurs comme Selwa, et c'est heureux. Voilà. Je vois qu'on peut rappeler les derniers livres, les dernières parutions de la collection. Alors, le livre de Selwa est là, L'Afrique et ses fantômes, écrire l'après. Il y a un ouvrage de Séverine Kodjo-Granvaux qui s'intitule Philosophies africaines. Il y a une histoire du Vaudoun par Arnaud Zohou. Le philosophe, alors Anton William Amo, dont on parle tant, qui est une sorte de curiosité, parce que voilà un gamin qui est parti du Ghana, qui a été arraché au Ghana alors qu'il était enfant, élevé en Allemagne, dans une famille qui l'a bien traité, qui lui a donné la meilleure éducation possible, moyennant quoi il est devenu professeur de philosophie à Iéna. Et alors, Contemporain de Kant. Presque contemporain de Kant, légèrement après. Et alors, même l'abbé Grégoire parle de lui d'ailleurs, quand il parle de la littérature des nègres. Amo est un peu le contre-exemple contre tout ce discours colonialiste et raciste qui estimait que la philosophie, ça ne pouvait pas entrer dans le Coran des nègres. Qu'ils soient primitifs, nègres ou premiers, ils n'étaient pas philosophes de toute façon. Et Amo était le contre-exemple choisi. Mais du coup, on a tellement insisté sur le fait qu'Amo était noir qu'on s'est intéressé de manière assez marginale à ce qu'il a écrit. Et Daniel Dauvois a fait un travail remarquable parce qu'il a replacé Amo dans son contexte en disant, écoutez, mettons entre parenthèses le fait qu'il soit noir et comprenons sa philosophie à l'intérieur de l'époque qui était la sienne. Avec qui parlait-il? À quel philosophe avait-il affaire? Et aussi à quel médecin avait-il affaire? Parce qu'en réalité, la plupart des interlocuteurs d'Anton Amo sont des médecins de son temps qui réfléchissent à la signification de l'union de l'âme et du corps qui définit l'être humain. Et donc, j'avais demandé à Daniel de faire cette étude précise sur Amo parce que lui est un spécialiste du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et voilà, cet ouvrage. Gaston Berger, père de Maurice Béjart, ça ne se sait pas toujours puisque Maurice Béjart a pris le nom de sa mère, père de la prospective, grand philosophe français, et qui était également sénégalais puisqu'il est petit-fils d'une Fatou Diagne, qui n'a rien à voir avec moi, mais qui était de Saint-Louis aussi. Voilà. Et on lui a consacré une réflexion à sa philosophie prospective, évidemment. Science et reconnaissance. J'ai moi-même, évidemment, il fallait ouvrir la collection et je suis heureux de ne l'avoir pas ouverte moi-même parce que se publier soi-même, ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, j'évite de le faire. À part cet ouvrage, je publie ailleurs, moi, qu'à Présence africaine parce que m'auto-publier n'est pas une bonne chose. Et celui qui a ouvert, c'était véritablement Philosophies africaines de Séverine Kodjo-Granvaux. Voilà, je voulais en profiter pour vous présenter cette collection et vous dire merci de lui prêter attention. La philosophie en toutes lettres chez Présence africaine, collection dirigée par le professeur Souleymane Bachir Diagne, dont notre auteur du jour, Jean-Luc Akaevi, a sorti le cri de Picasso. Je laisse notre auteur du jour le dernier mot pour conclure, parce que le temps qui nous était imparti est épuisé, malheureusement. Je vois des mains se lever. Mais... Difficile de conclure. Provisoirement. Mais je rebondis un peu sur ce qu'avait dit tout à l'heure Bachir par rapport à ces objets qui sont devenus des oiseaux migrateurs. Il y a quelques années, dans le même esprit, un grand écrivain français, cette fois-ci quand même, un grand écrivain français, prix Nobel, le Clésio, avait organisé ici au Louvre le musée comme Monde, où il avait fait dialoguer un certain nombre d'objets africains, amérindiens et européens. Mais il n'y avait pas Picasso. Merci. Merci Jean-Luc Akaevi. Le cri de Picasso, les origines nègres de la modernité, préface de Souleymane Bachir Diagne qui dirige la collection et postface de Jean-Louis Amsalem, c'est chez Présence africaine, collection La philosophie en toutes lettres. Merci à toutes et à tous.